La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Pour cette fin de journée, nous partons à Rabat, Rabat, capitale du Maroc. Rabat est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012 et se situe sur la côte atlantique. Pour en parler, je reçois Jean-Claude Bouver. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président des conseillers du commerce extérieur de la section Maroc. Vous êtes également président de la société Delattre Le Vivier Maroc. J'accueille également Jean-Marie Grosbois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général des brasseries du Maroc et vous êtes également président de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc et conseiller du commerce extérieur. Alors, pour débuter cette émission, nous sommes en direct via Skype avec monsieur l'ambassadeur de France au Maroc, Charles Fries. Est-ce que vous m'entendez ? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de la communauté française au Maroc ? Écoutez, c'est une communauté importante puisqu'on considère que la communauté française vivant au Maroc est la plus importante communauté française en dehors de la zone OCDE. On estime grosso modo qu'il y a entre 80 000 à 100 000 Français qui sont en permanence sur le sol marocain, et ceci en additionnant tous les Français qui se sont inscrits dans nos consulats. Nous avons 6 consulats généraux au Maroc, ceux qui ne se sont pas inscrits et les touristes qui sont nombreux et qui aiment profiter du soleil marocain. Donc une très forte communauté. Je crois une deuxième caractéristique qu'il faut noter, c'est que c'est une communauté en forte expansion, puisqu'il y a une hausse de 25% de cette communauté au cours des 5 dernières années. Et troisième caractéristique, c'est que nous avons une forte proportion de binationaux, puisqu'environ la moitié de cette communauté donc est composée de ressortissants qui ont la double nationalité française et marocaine. Très bien. Pouvez-vous me dire dans quel secteur économique se trouvent les Français installés à Rabat et au Maroc ? Alors, la communauté française qui travaille dans le domaine économique est avant tout dans les secteurs de l'industrie et du tertiaire. D'ailleurs, la moitié de la communauté française vivant au Maroc a entre 18 et 60 ans, donc c'est une communauté très active et engagée pour soutenir le développement du Maroc. Vous vous en souvenez peut-être, le président de la République, lorsqu'il était venu en visite officielle au Maroc l'an passé, avait dit que la France avait confiance dans le Maroc parce que nous savons le potentiel de développement économique de ce pays et les entreprises françaises sont massivement présentes au Maroc. Nous considérons qu'il y a environ 750 filiales d'entreprises françaises implantées dans le royaume. Ça représente 120 000 emplois. Nous avons presque tout le CAC 40 qui est présent au Maroc. Je rappelle aussi que la France est le premier investisseur étranger au Maroc. Nous représentons la moitié du total des investissements faits par des pays étrangers dans le royaume. Donc c'est vous dire que nous avons une place éminente.
En même temps, nous sommes vigilants parce que la concurrence est de plus en plus rude au Maroc. Nous avons une concurrence espagnole. Nous avons aussi une concurrence croissante d'autres pays comme les États-Unis, la Chine ou la Turquie. Et donc, bien sûr, les entreprises françaises sont là dans tous les secteurs pour développer ce pays, accompagner l'essor économique de ce pays, et aussi parce que c'est important pour les entreprises françaises de venir au Maroc, parce que c'est un élément de compétitivité. Le Maroc est une terre de croissance, mais c'est aussi un levier de compétitivité pour les entreprises françaises. Merci. Alors, pour vous donner un ou deux chiffres, nous avons sur Rabat environ 120 entreprises françaises qui sont pour l'essentiel, pour vous donner quelques exemples, le tramway de Rabat qui est composé de rames d'Alstom. Nous avons aussi la gestion des déchets qui est faite par une société française, la société Pisorno. Nous avons aussi Carrefour qui est bien représenté à Rabat. Voilà, donc en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la France est bien présente au Maroc, compte le rester, parce qu'il y a au Maroc un énorme potentiel de développement. Merci, monsieur l'ambassadeur. Vous restez en ligne. N'hésitez pas à intervenir durant notre émission. Alors, on va écouter tout de suite Patricia Kelnay-Mauvernet qui nous donne des conseils pour travailler avec les agents commerciaux. On peut constater en fait que, comme d'ailleurs c'est souvent le cas dans le cadre du droit commercial au Maroc, dans le cadre de la législation applicable aux agents commerciaux, le Maroc s'est grandement inspiré de ce qui existe en droit français. Donc en fait aujourd'hui, le droit qui s'applique aux agents commerciaux au Maroc s'applique grandement sur le texte de la directive européenne et d'une manière encore plus spécifique sur la transposition qui a été faite en droit français par celle-ci. Le texte transposant donc ces éléments a été effectué au Maroc il y a maintenant une dizaine d'années. Mais on peut considérer que c'est quand même un statut, on va dire, récent dans le cadre du droit marocain et pour le moment, malheureusement, relativement peu appliqué, alors que ceci offrirait des opportunités fantastiques aux entreprises. Donc aujourd'hui, outre le message relatif à la législation des agents commerciaux, je voudrais aussi faire passer le message suivant, c'est entreprise, travailler avec des agents commerciaux. Vous avez là une opportunité de développement extraordinaire, la mise à votre profit d'un savoir-faire, d'une compétence dont vraiment il est important que vous puissiez profiter. Alors Jean-Marie Grosbois, est-il nécessaire de travailler avec des agents commerciaux pour faire des affaires au Maroc ? Oui, alors tout va dépendre de la posture que vous allez prendre. Si vous venez vous installer au Maroc, vous n'avez peut-être pas besoin d'agents commerciaux. Si dans un premier temps, vous voulez développer votre tissu de vente ou de représentation, alors que votre affaire est située sur le territoire national français, vous avez effectivement besoin de représentants commerciaux. D'accord. Alors, pour faire des affaires, il faut aussi connaître des codes. Jean-Claude Bouver, y a-t-il de vraies différences culturelles entre Français et Marocains ? Sincèrement, non. Je pense qu'il faut distinguer d'abord dans les sociétés structurées aujourd'hui sont équipées exactement comme on peut l'être en Europe, c'est-à-dire que les discussions commerciales sont exactement se passent dans les mêmes conditions. Alors si vous avez effectivement accès à un marché beaucoup plus restreint de PME, vous pouvez là tomber sur des entrepreneurs qui ont beaucoup plus la culture orale que la culture écrite. Et là, je pense Pardon ? Ce qui implique quelques problèmes parfois. Ce qui peut impliquer des problèmes, parce qu'on vous dit, pour vous faire plaisir, effectivement, qu'il n'y a pas de problème, mais il faut l'interpréter comme il n'y a pas de problème aujourd'hui. Voilà. D'accord, très bien. Et comment se traduit le code du travail au quotidien dans l'entreprise ? Alors, le code du travail a été attendu pendant très longtemps par les entreprises. C'est vraiment un outil qui est très positif, dans le sens où il fixe des règles, vous contraint à certaines obligations du côté du patronat, mais également du côté de l'employé. Vous êtes obligé effectivement d'avoir des services médicaux, vous êtes obligé d'avoir des délégués du personnel, etc. Et donc, je crois que ce qu'il faut retirer de positif en plus, c'est vous n'êtes plus à la merci
des jugements qui vous imposaient des indemnités absolument astronomiques. Là, aujourd'hui, tout ça est fixé, est régulé, et je crois que pour l'entreprise, c'est une bonne chose de ne pas avoir ce risque. Il faut peut-être ajouter que ce code du travail n'est pas très ancien, hein. Il n'a pas 10 ans. Hein. Il n'a pas 10 ans, effectivement. Et il est en voie d'amélioration, puisqu'aujourd'hui encore, les partenaires sociaux sont en train de discuter sur le droit de grève et d'autres choses. Donc, il est dans des conditions utilisables en l'état, mais il nécessite des améliorations qui sont en cours de négociation maintenant. Alors, on va aborder un point très important à Rabat, c'est la fiscalité des entreprises. Et on va écouter Christine Léger, qui est conseillère du commerce extérieur et qui nous a envoyé une vidéo. On l'écoute. La fiscalité au Maroc est relativement élevée. Le Maroc n'est pas du tout un paradis fiscal. La fiscalité est élevée au niveau des revenus salariés, de l'impôt sur le revenu. Elle est également élevée au niveau des entreprises, puisqu'elle atteint presque 30%. Donc il faut aussi prendre en compte ces éléments-là dans le développement de son business. Au niveau de la qualité des emplois et des ressources humaines, le Maroc dispose d'un bon potentiel de ressources humaines qu'il faut toutefois compléter dans la formation sur un certain nombre d'aspects tels que rendre les gens autonomes. Il manque souvent d'autonomie, mais on trouve un potentiel humain, et notamment au niveau des jeunes. Il y a de nombreux jeunes diplômés avec des formations Bac plus 4, Bac plus 5 qui sont disponibles et qui ont envie de travailler, qui ont envie de développer l'entreprise. Jean-Claude Bouver, donc Christine Léger le disait, la fiscalité des entreprises est élevée. Moi, je suis conscient qu'effectivement 30%, c'est un chiffre conséquent, mais ce n'est pas beaucoup plus élevé que d'autres régions du monde. Hein. À l'inverse, la fiscalité sur le revenu sur salaire et revenu sur salaire est importante, puisqu'on est, on peut le citer, dès les 80 000 dirhams par mois, ce qui fait environ 80 000 dirhams par an, pardon, ce qui fait environ 7 000 euros. Vous êtes dans la tranche des 34%. C'est quand même très important. Et vous passez, dès que vous avez 15 000 dirhams par mois, à 38%. Ce qui implique que si vous avez besoin de 1 ou 2 expatriés, bien évidemment, ils vont raisonner en net et vont exiger un brut beaucoup plus élevé. D'accord. Donc cette fiscalité-là est importante. Donc il faut mentionner que le Maroc n'est pas un paradis fiscal. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il faudrait peut-être ajouter, si vous le permettez, de ne pas oublier le rapport entre le SMIC français et le SMIC marocain, hein, entre guillemets, c'est quand même un rapport de 1 à 5, et le prélèvement à la source des impôts sur le revenu. Hein. C'est un point important pour les Français oui. qui souhaitent s'installer à Rabat. Il y a un autre point important que je voudrais signaler quand même, c'est que l'entrepreneur qui veut s'installer au Maroc pour exporter va être exonéré d'impôts pendant 5 ans, ce qui est quand même pas négligeable, et ensuite ne paiera que 17,5% d'impôts sur son ad vitam aeternam. Et donc très incitatif pour une PME ou une société française qui voudrait s'implanter au Maroc. D'accord. Alors, Christine Léger mentionnait un autre point, c'est la formation de la main-d'œuvre. Qu'en est-il ? La formation est effectivement un problème pour beaucoup d'entreprises. Si vous prenez l'exemple de Renault Maroc qui s'est installé à Tanger il n'y a pas très longtemps, eh bien, ils ont été amenés à créer des structures de formation extrêmement importantes. Hein. Et je pense que là, le Marocain est intelligent, facile à former et courageux, donc il n'y a pas trop de problèmes pour atteindre les objectifs. Elle parlait d'un manque d'autonomie. Alors moi j'y mettrais un bémol parce que le manque d'autonomie est dû, à mon point de vue, essentiellement sur le fait que le Marocain a un profond respect de la hiérarchie. Alors si la hiérarchie ne lui donne pas clairement des objectifs à atteindre et des limites, eh bien, il a tendance à, sans arrêt, être à la demande d'informations et de consignes de la part de sa hiérarchie. Mais je pense qu'on peut très bien confier à des employés ou des collaborateurs marocains des tâches très importantes et
et d'une certaine valeur ajoutée. On disait tout à l'heure, au début de l'émission, qu'il faut laisser les Marocains s'épanouir. Exactement, s'épanouir. Ils le seront très facilement, hein. Le problème, c'est que la hiérarchie doit leur donner cette possibilité de s'épanouir. D'accord. Et qu'en est-il du coût de la main-d'œuvre ? Alors, le coût de la main-d'œuvre est curieusement, ces 10 dernières années, a beaucoup évolué. Aujourd'hui, un cadre supérieur peut avoir un salaire qui est aussi entre 50 000 dirhams et 100 000 dirhams par mois, ce qui est quand même très important et pas très éloigné de ce qui se passe, de ce qui est attribué en Europe. Après, vous avez des cadres intermédiaires, ou des ingénieurs, un ingénieur diplômé qui a, je dirais, on va dire 5 ans d'expérience, et touche de l'ordre de 25 à 30 000 dirhams par mois. Hein, et sachant que le dirham est égal à, enfin l'euro est égal à 11 dirhams, hein, en gros. Hein, voilà. Et puis, il est clair que dans la main-d'œuvre intermédiaire, c'est-à-dire on va dire les cadres intermédiaires, là, vous oscillez entre 50 000 et 100 000 dirhams par an, ce qui est, je le disais tout à l'heure, un problème dû à la fiscalité, puisque le net va être amputé d'une somme conséquente. C'est une chose à prendre en compte. Très bien. Merci Jean-Claude Bouver. On fait une pause et on se retrouve après pour parler des secteurs porteurs. Retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous parlons du Maroc et de Rabat. J'accueille Patrick Reynaud. Bonsoir. Vous êtes fondateur et directeur général de la société Pixicom et ainsi qu'administrateur de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Alors, Pixicom, c'est une agence digitale. Vous travaillez sur la conception de sites Internet ? Oui, c'est ça. En fait, on a 2 grandes activités. Une activité d'agence digitale au Maroc, qui représente environ 35% de notre chiffre d'affaires. Et le reste, donc les 65% restants, est une activité liée avec la France, à l'offshoring, où nous travaillons pour des agences françaises, des agences de communication, des agences web et quelques grands donneurs d'ordre français. Voilà, nous sommes 85 personnes aujourd'hui. Et vous êtes basé à Rabat ? Nous sommes basés à Rabat. Et nous avons également un local à Casablanca. D'accord. Alors, on va aborder un point, ce sont les secteurs porteurs. Jean-Marie Grosbois, vous travaillez dans l'agroalimentaire. Oui. Est-ce que c'est un secteur porteur aujourd'hui à Rabat ? Alors, c'est un secteur porteur dans le Maroc entier, puisque nous sommes certains que l'évolution du mode de vie des Marocaines en particulier, celle qui va changer énormément. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de femmes qui iront travailler, qui n'auront plus le temps forcément de cuisiner. Il n'y aura plus de personnel à la maison, ou de moins en moins. Et donc, les évolutions de consommation vont se faire sentir sur des plats préparés, de la salade en sachet. Et aujourd'hui, même un certain nombre de grands opérateurs vous disent qu'ils ne trouvent pas les matières premières qu'ils devraient trouver
pour préparer les plats cuisinés pour l'aéronautique, pour l'aviation civile, par exemple. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres niches à exploiter si on a un entrepreneur français et qu'on souhaite s'installer à Rabat? D'abord, il y a trois grands secteurs qui existent aujourd'hui. C'est l'aéronautique, vous le connaissez, le secteur automobile, l'agroalimentaire. Et bien évidemment, il y a de la place encore pour un certain nombre d'entrepreneurs qui voudraient s'installer au Maroc. D'accord, très bien. Patrick Reynaud, est-ce que c'est difficile de s'implanter à Rabat? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Honnêtement, non, il n'y a pas de grands pièges à éviter. Peut-être d'éviter d'arriver en territoire conquis. Certains Français peuvent arriver en disant je vais casser la baraque. Bon, il faut être un peu plus modeste. Il faut étudier le marché. Il faut un peu plus étudier le marché. Mais je pense que c'est un peu partout pareil. Des pièges à éviter, non. Quelques conseils peut-être. En arrivant au Maroc, de savoir s'entourer, notamment auprès d'experts comptables ou de la Chambre française de commerce, qui est capable aussi d'accompagner des entrepreneurs qui arriveraient en France pour les accompagner justement dans la création de leur structure et également dans la réalisation d'études de marché. Au-delà de ça, il n'y a pas de grands problèmes. Voilà. Surtout savoir s'entourer. Et je pourrais donner un dernier conseil. Il m'est arrivé de répondre à des entrepreneurs français qui sont entrés en contact avec moi via des réseaux sociaux tels que LinkedIn ou Viadeo et qui m'ont simplement demandé, voilà, je compte venir m'installer au Maroc. Est-ce que vous pouvez me recevoir? Est-ce que je peux venir vous poser des questions? C'est aussi un moyen de rencontrer des entrepreneurs implantés au Maroc et de créer une dynamique. Et quand on est entrepreneur, est-ce que c'est parfois difficile de faire valoir ses droits? Vous voulez dire avec la justice, par exemple? Par exemple. Alors, vaut mieux... moi, aujourd'hui, je n'ai pas eu ce type de problème à rencontrer. Par contre, ce que je peux en savoir, c'est qu'il vaut mieux éviter de rentrer dans un processus avec la justice. Ça peut être très long, coûteux. Il faut être accompagné d'un bon avocat. De plus, c'est en langue arabe. Donc, si vous ne maîtrisez pas l'arabe, vous avez du mal à comprendre ce qui se passe pendant les séances. Donc, il vaut mieux éviter et utiliser d'autres méthodes. Par exemple, la Chambre française de commerce. Avant d'aller en justice, il y a d'autres étapes à considérer. En particulier, par exemple, à la Chambre française de commerce, nous venons d'ouvrir un secteur de médiation. Donc, la justice, c'est vraiment le dernier rempart et le dernier endroit où on a d'autres possibilités. L'indépendance des tribunaux est améliorée, mais voilà, c'est en cours d'évolution. Ça évolue. Et le Maroc évolue. Depuis, moi, ça fait 13 ans que je suis au Maroc. Beaucoup de secteurs sont vraiment en train de s'améliorer et deviennent au niveau des grands pays européens. Il y a encore un peu de travail, mais globalement, on y arrive. Très bien. Merci Jean-Marie Grosbois. On fait une pause et on se retrouve après pour parler de la vie quotidienne à Rabat. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes à Rabat, capitale du Maroc, et on va parler de la vie quotidienne. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Lafay.
Bonjour. Vous avez vécu au Maroc en 2010, c'est ça? De 2010 à 2013, c'est ça. Vous étiez directeur chez Nokia en charge de Maroc Télécom. Effectivement, nous étions amenés à vendre des équipements d'infrastructure de télécommunications pour le réseau mobile de Maroc Télécom. D'accord. Et vous étiez installé à Rabat? Absolument. Très bien. Alors, on va tout de suite écouter Émilie Dussert qui nous a envoyé une vidéo depuis Rabat et qui nous parle de la qualité de vie de la vie dans cette ville. Bonjour Paris, je viens vous parler de la qualité de vie dans la ville de Rabat. Rabat est la capitale du Maroc, la capitale administrative, mais pas la capitale économique. Donc ça en fait une ville à taille humaine. Elle est située le long de l'océan Atlantique, donc c'est une ville qui respire. Il y a des parcs, c'est une ville qui est relativement propre, la circulation est modérée. C'est également une ville impériale, donc on trouve une belle architecture ancienne, une belle médina, mais également des quartiers modernes. C'est une ville où on trouve tous les produits de consommation courants, y compris les produits alcoolisés ou les produits à base de porc, malgré le fait qu'on soit dans un pays musulman. Rabat présente aussi une population expatriée qui est très active. Il y a beaucoup de familles qui sont présentes et qui s'organisent pour se transmettre les bons plans de la ville, pour les aspects pratiques, etc. On peut notamment citer l'association Rabat Accueil, qui aide beaucoup à l'intégration des nouveaux venus. Alors Marc, Rabat est mieux classé que Casablanca au point de vue pollution. Est-ce que c'est un problème en revanche dans la ville ou est-ce que c'est... Non, la vie à Rabat se passe vraiment, je dirais, formidablement bien de ce côté-là. Il n'y a aucun problème de pollution. On est au bord de la mer. Il n'y a pas de souci de pollution. D'accord, ça ne vous gêne pas au quotidien Vous, Patrick Reynaud, en revanche... Non, pas de souci de pollution. Il y a quand même un parc automobile quelquefois qui est un peu vieillissant et qui, notamment les taxis, qui ont tendance un peu à polluer la ville. Mais c'est vrai que par rapport à Casablanca, par exemple, c'est quand même beaucoup moins. D'accord. Alors Marc, si je vous dis Rabat, une ville aride sans espace vert. Alors là, vous aurez tout faux. Et effectivement, Rabat, c'est au contraire une ville qui est très belle. Alors, en fait, ça surprend beaucoup de personnes qui viennent rendre visite et qui ont l'image du Maroc d'un pays désertique pour certains. C'est au contraire, il y a beaucoup de pour ce qui est de Rabat, une ville qui est très verte, beaucoup de verdure, des arbres plantés partout. Il y a un très grand parc où beaucoup de gens vont courir, que ce soit des expatriés, mais aussi beaucoup de Marocains. Donc non, c'est au contraire... C'est une ville propre également. Une ville très propre, effectivement. C'est la ville impériale, comme on l'a dit, qui est donc très bien entretenue. Peut-être même une exception au Maroc, mais en tout cas, on y trouve une très belle qualité de vie. C'est une ville familiale. On peut venir en famille, on s'y sent bien. Les célibataires aussi peuvent venir. Et c'est une ville qui change. C'est une ville qui a maintenant un réel dynamisme depuis quelques années avec des grands projets de développement. Alors, il y a un point noir, c'est point de vue culturel. Il n'y a pas de cinéma, je crois. Alors, la vie culturelle, effectivement, est relativement limitée. Quand on est amateur de musique, de théâtre, voilà, il y a le Théâtre National Mohamed V qui a un programme, mais qui n'est pas toujours vraiment annoncé à l'avance. Il y a malgré tout une magnifique semaine dans l'année qui est la semaine de Mawazine, qui est un festival avec des artistes internationaux de renommée mondiale, qui a lieu tous les ans, au mois de mai, juin. Avril, mai. Et donc là, c'est vraiment un lieu de rencontre et de rendez-vous pour toutes les populations. À ce moment-là. C'est un festival qui se passe à l'extérieur, gratuit. Alors, il peut y avoir des places payantes, mais sinon, l'accès est libre pour tout le monde, pour la très grande majorité des spectacles. Très bien. Et puis, pour un côté encore un peu positif, Rabat change. Il y a des tas de projets. Il y a un opéra qui est en train de se construire, un théâtre, il y a l'aménagement de la vallée du Bourg-et-Greg, il y a le tramway. La ville change et dans le bon sens. Voilà. D'accord, très bien. Alors, on va parler tout de suite du logement et on va écouter Julia Marchetti qui nous donne des conseils pour se loger à Rabat. Bonjour Paris. Je dirais qu'en fait, il n'y a pas de quartier spécifique dans lesquels les Français résident. Les Français sont disséminés vraiment dans toute la ville à Rabat. Ils vivent autant dans le centre-ville, qui est le quartier dans lequel on se trouve maintenant, ou aussi dans le quartier Agdal, qui est le quartier commerçant, avec beaucoup de magasins, de restaurants. On trouve aussi des Français qui vivent dans les quartiers plus traditionnels de la Médina ou de la Casbah de Soudaya.
et également des familles qui sont plutôt installées dans les quartiers plus résidentiels, de Soucy par exemple, ou de Aïriat. En fait, voilà, il n'y a vraiment pas de quartier spécifique et c'est ça qui fait aussi le charme de la ville, c'est que tout le monde peut vivre dans tous les quartiers. Et par exemple, pour prendre mon exemple personnel, moi en 3 ans de vie à Rabat, j'ai vécu dans le quartier du centre-ville, puis dans le quartier Agdal, et enfin j'ai choisi de vivre un tout petit peu à la sortie de la ville, plutôt au bord de la mer, et il y a aussi pas mal de Français qui font ce choix-là aujourd'hui. Patrick, alors il n'y a pas vraiment de quartier à Rabat, les Français sont un peu Non, partout. ce qui a été dit est plutôt vrai. C'est vrai que les Français ont plutôt tendance à aller un peu partout dans la ville. Il y a aussi un autre quartier, le quartier Hassan, qui est à 2 pas du centre-ville où j'habite, qui est un quartier résidentiel plutôt agréable. Mais il y a d'autres choix également à une vingtaine de kilomètres au sud de Rabat, avec des Val d'Or, Sable d'Or, qui sont des plages avec des habitations qui sont des lieux plutôt très sympathiques pour s'installer au Maroc. On y vit bien. D'accord. Alors, effectivement, quand on est avec une famille, ce qui était mon cas, j'avais 4 enfants, on essaye plutôt de rester dans les différents quartiers de la ville, mais effectivement, les Français sont installés un peu partout. Il y a plusieurs écoles primaires, 2 collèges, un lycée, donc, et puis comme on circule relativement bien dans la ville, finalement, on peut habiter partout en fonction de ses désirs, de son budget, bien sûr. D'accord. Et quel type de logement on trouve à Rabat? Plutôt des maisons pour les familles? Il y a très peu de studios, c'est ça? Il y a un peu de tout. Effectivement, les studios, c'est pas... Enfin, Rabat, un appartement, c'est... commencer aux alentours de 70 mètres carrés. Voilà, il y a beaucoup de maisons, effectivement, et puis des appartements de 3-4 pièces qui vont aller de 80 mètres carrés à 100, 150, 200 mètres carrés. Voilà. Il y a plutôt beaucoup plus d'espace qu'à Paris dans les logements, que ce soit dans les appartements comme dans les maisons. Et au niveau du coût du logement, pour un 3 pièces, par exemple? Dans un immeuble, je sais pas, ça va être dans les 700 € à peu près. Oui. Entre 600 et 700 €. C'est très abordable. Oui, alors après, effectivement, les appartements, pour gérer la population française, la plupart du temps, sont soit dans des logements peut-être plus récents, peut-être vers Agdal, par exemple, où là, ça peut être un peu plus cher. Et sinon, on va assez facilement aller dans des maisons, alors plus ou moins grandes. Mais c'est vrai que voilà, on est au Maroc, on a envie de profiter du soleil, de l'extérieur. Donc, si on peut, je dirais que probablement, on va plutôt essayer d'aller vivre dans une maison. Dans une maison. Très bien. Et à Salé, c'est plutôt un quartier résidentiel? C'est une ville qui est connexe à Rabat, qui est une ville... qui est reliée par un tramway? Qui est reliée par le tramway, par 2 ponts. Il y a un nouveau pont qui a été inauguré il y a à peine une semaine, donc par 3 ponts même. Voilà, et en fait, c'est la ville où... la ville, pas dortoir, c'est un peu un grand mot, mais voilà, c'est une très très grande ville qui est de l'autre côté du fleuve Bourg-et-Grec. Très bien. Alors, on va écouter Sandrine Bionda qui nous parle d'une spécificité, c'est la monnaie locale. Il est aussi important de tenir compte du fait que la monnaie locale, le dirham marocain, n'est pas librement convertible. Donc il est important d'ouvrir un compte bancaire sur place pour la gestion du quotidien. Et les dirhams ne sont pas exportables. Par contre, l'importation des devises, elle, est acceptée. D'ailleurs, il est plus facile d'ouvrir un compte en dirhams convertibles quand on est expatrié que quand on est marocain au Maroc. Ceci dit, il est préférable et conseillé d'avoir un compte multidevises car nous avons possibilité de transférer des dirhams de nos comptes multidevises, même si cette devise est non convertible. Notre compte est également avantageux pour les virements internationaux gratuits et pour nos comptes titres très prisés par les expatriés. Alors Patrick Reynaud, le dirham marocain n'est pas librement convertible. Qu'est-ce que cela implique au quotidien? Est-ce que c'est vraiment un problème? Non, non. Ça peut être un problème dans les premiers jours quand on arrive au Maroc, mais quand on est un entrepreneur au Maroc et qu'on respecte certaines procédures, donc il faut déclarer l'investissement, l'argent qu'on apporte au Maroc. Une fois qu'on fait ça et qu'on le déclare à l'office d'échange, donc il y a quelques procédures relativement simples, nous avons le droit d'ouvrir tout type de compte et surtout de rapatrier 100% de nos revenus, que ce soit des revenus salariaux comme des dividendes ou autres types de revenus. Donc dans l'absolu, une fois qu'on est résident au Maroc, à titre personnel, je rencontre pas ce type de soucis. Marc Lafay, moi j'étais payé 100% en dirham, localement donc, et effectivement on peut ouvrir un compte soit en monnaie convertible, soit en dirham directement. On peut faire les deux, effectivement, en tant
qu'étrangers dans la ville, donc il n'y a pas de problème particulier. D'accord. Alors, il y a une difficulté aussi au Maroc, c'est pour les conjoints des expatriés. Trouver un contrat local reste difficile. Alors, effectivement, pour tout contrat de travail, y compris pour celui d'une personne comme moi qui vient dans le cadre d'une expatriation avec une entreprise, il faut justifier que le poste occupé ne peut pas être occupé par une personne marocaine. Donc c'est vrai pour nous, c'est vrai également pour les conjoints. Après, on peut tout à fait trouver les bonnes raisons et trouver du travail. Donc je connais plusieurs personnes qui en tant que conjoint ou conjointe, ont pu trouver du travail sur place. D'accord, donc c'est quand même possible. C'est possible, il faut juste arriver à le justifier. D'accord, très pouvoir bien. prouver qu'on est indispensable à ce type de poste. Très bien. Alors, on va aborder un point, c'est la sécurité à Rabat. Et on écoute à nouveau Christine Léger qui nous a envoyé une vidéo. Bonjour Paris, je vous parle de la ville de Rabat où j'habite depuis déjà de nombreuses années. Je suis sur la place Golan, qui est une place du centre-ville qui a été réaménagée il y a 2 ans lors des travaux du tramway que vous allez peut-être voir passer derrière moi. Je voudrais vous dire que la ville de Rabat est une ville où la sécurité est très très importante. Vous pouvez vous balader en voiture, à pied, pratiquement à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, sauf peut-être dans des quartiers périphériques. Ce qu'il faut signaler, c'est que c'est peut-être la circulation routière qui est la plus dangereuse au Maroc en général et en ville où il faut être très vigilant quand on est piéton, quand on est vélocycliste et même en voiture. La conduite est parfois un peu imaginative de la part de nos amis marocains. Merci Christine Léger de nous avoir envoyé des vidéos depuis le Maroc. Alors, comme le disait Christine Léger, Rabat est une ville assez sûre, hein, Patrick. Oui, c'est une ville royale, il y a une une présence policière relativement importante. Il y a tout un réseau de gardiens qui surveillent voitures, maisons et autres d'ailleurs. Donc on ne se sent pas en insécurité à Rabat, et puis comme elle le disait dans le reportage, peut-être excepté dans quelques quartiers la nuit, mais globalement on s'y sent très bien. D'accord. Oui. Le point noir, finalement, c'est plutôt la circulation que la sécurité dans la ville, comme elle le disait. La conduite est imaginative. Voilà, le type de circulation est quelquefois un peu aléatoire. Effectivement, il faut faire attention. Il faut être très très prudent. Les trottoirs sont souvent soit encombrés, soit en travaux, et donc du coup les gens marchent dans la rue ou circulent en vélo dans la rue sans éclairage la nuit. Donc c'est vrai qu'on apprend à être vigilant aussi bien dans les villes que sur les autoroutes ou les routes nationales, où là on peut retrouver des ânes, on peut retrouver des gens qui traversent les autoroutes à pied, en courant. Donc voilà, il faut être vigilant avec la conduite. Mais sinon, sur la partie sécurité, effectivement, on vit très bien à Rabat et sans aucun problème de ce côté-là. C'est une grande ville. Il peut arriver des choses, mais pas plus, voire plutôt moins qu'ailleurs. D'accord. Donc, en conclusion, Rabat est plutôt une ville moderne où il fait bon vivre. Hein. Tout à fait. C'est une très très belle ville que j'encourage. J'encourage vraiment les gens à venir soit en tourisme, soit pour y investir. Très bien. Alors, l'émission se termine. Merci Marc Lafay. Merci Patrick Reynaud. Merci d'être venu sur le plateau pour parler de Rabat. On fait une pause et on se retrouve après pour parler de Los Angeles.